la réélection de Paul Biya, 92 ans, pour un 8e mandat consécutif, avec un score de 53,66%. Vous, observateur averti, comment est-ce que vous avez accueilli ce résultat? Comment ça a été vécu? Je crois comme beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que nous avons vu d'abord la ferveur avec laquelle les Camerounais se sont rués vers les bureaux de vote pour essayer d'exprimer leur aspiration au changement, que l'on peut comprendre, à mon avis, par différentes causes, que je ne vais pas reprendre ici entièrement aujourd'hui, mais dont la principale était surtout qu'ils ont été gérés par l'absence. Le président de la République, Paul Biya, qui a dû focaliser sur lui, qu'on le veuille ou pas, un certain capital de sympathie, a malheureusement été absent pour son peuple. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au tout début de cette année, il a été présenté par beaucoup comme étant mort. En tout cas, il a disparu des écrans pendant très très longtemps. Donc, la gouvernance, les Camerounais ne se sentent plus, ne s'identifient plus à cet homme-là. Et on pensait que si on devait lui confier à nouveau la charge, il risquait de continuer à diriger par procuration, c'est-à-dire absence de responsabilité. Répondre en droit veut dire, responsabilité en droit veut dire avoir l'obligation de répondre de ses actes. Elle peut être politique, elle peut être civile, elle peut être pénale, etc. ou morale. Donc, on peut compter sur quelqu'un parce qu'on sait que les yeux dans les yeux, on lui a confié une mission particulière et que s'il ne l'accomplit pas, au moins l'un de ces paramètres que je viens de vous indiquer peut être questionné. Soit la responsabilité morale, soit la responsabilité pénale, soit la responsabilité politique. Mais être dirigé par quelqu'un qui, lui, n'a pas obtenu cette onction est un immense risque parce que il peut ne pas faire, il n'a pas d'obligation de vous rendre compte d'une manière ou d'une autre. Je pense que beaucoup de Camerounais l'ont compris, l'ont traduit dans leur lien à la politique et je pense que ça a été ça la raison principale pour laquelle on a choisi de ne pas voter pour le président de la République. Et donc, lorsque il se retrouve au soir du 27, on entend un nom qui ne correspond pas à celui que tout le monde avait attendu pour pouvoir exprimer justement la désaffection qui est évidente, que tout le monde peut voir dans toutes les attitudes de la vie civile et la vie politique. Il n'y a que les militants du RDPC, et encore eux-mêmes, qui par discipline, par fidélité ou par intérêt personnel, ont toujours indiqué leur adhésion et leur fidélité au président de la République. Mais je pense qu'en dehors d'eux, la plupart des Camerounais ordinaires qui ne correspondent pas à ces critères ont indiqué leur ras-le-bol. Et ils l'ont indiqué d'abord à l'élection le 12, et il me semble qu'ils ont été confortés en cela par non seulement le oui-dire, les uns et les autres se parlent, sans avoir forcément des instruments d'appréciation ou d'évaluation. Tout le monde sait à peu près quelle peut être l'opinion majoritaire à un moment donné. Et les premiers résultats qui ont commencé également à être délivrés au soir du 12 ont révélé que tout ce qu'on pouvait parfaitement imaginer était en train de se réaliser, mais dès que le lendemain, les cabinets noirs ont commencé à leur tour à agir en sens inverse, nous étions tous relativement circonspects, d'abord étonnés, mais on a dû se préparer aux deux solutions, de sorte que la proclamation qui a été faite par le Conseil constitutionnel le 27, on pouvait s'y attendre, même si on aurait souhaité naturellement que le choix du peuple tel qu'il était attendu et tel qu'il me semble qu'il s'est réalisé soit traduit comme tel par le Conseil constitutionnel. Je vous repose la même question de manière un peu plus fermée, satisfait ou déçu? Je crois que
je n'ai jamais caché mon opinion pour ce qui doit être le changement. Je vais essayer de m'expliquer, parce qu'on ne peut pas répondre à votre question de façon fermée. Je pense que le président de la République actuel a accompagné notre parcours. Comme beaucoup, on finit un peu par s'identifier à lui, et on finit par être, on va dire, par le comprendre. Beaucoup, je crois, dans leur tête, se disent souvent, et c'est humain, qu'il vaut mieux le diable qu'on connaît à l'ange qu'on ignore. On a fini par... Il a été tellement présent dans nos vies qu'il hante et il a pris possession de nos consciences, de nos inconscients. Donc, de ce point de vue, je peux comprendre que par faiblesse, par confort, on veuille continuer avec lui. Mais en même temps, nous avons pu voir que cette continuité longue, cette pérennité, cette longévité au pouvoir n'a pas permis aux dirigeants, et donc notamment au président de la République, d'avoir le recul qu'il lui faut pour avoir un regard plongeant sur les vrais problèmes des Camerounais. Au fur et à mesure du temps, il a fini par s'habituer lui-même à l'environnement. Il n'a même plus pris le temps d'aller vers les Camerounais, auxquels il ne s'adresse pratiquement jamais, qu'on ne voit pas dans les moments d'angoisse, les grands moments d'inquiétude, les guerres dans le monde, les catastrophes naturelles, la grande pandémie que nous avons eue, où on a besoin de quelqu'un qui vous parle et qui vous rassure, sans compter la difficulté qui est en lien avec tout ce monde qui est pris dans une crise de terrorisme, où l'humain, dans son existence, est lui-même largement contrarié. On n'a pas un président de la République. Et les actes que nous voyons de ceux qui agissent pour lui ne sont pas souvent faits pour rassurer. Donc, par conséquent, on comprend que la durée au pouvoir n'est plus un avantage, mais constitue un gros inconvénient parce qu'elle ne donne pas à l'auteur l'énergie qu'il faut pour agir. Donc, à titre personnel, je dois vous dire que quelle que soit la sympathie, quelle que soit la paresse dans laquelle mon univers a fini par s'intégrer, je souhaitais véritablement qu'il puisse y avoir une alternance. Alternance, il n'y en a pas eu jusqu'ici. Le Conseil constitutionnel a donc rendu ses résultats avec Issa Chiroma Bakari qui arrive deuxième avec 35%. C'est en partie la cause de ces manifestations, de ces casses, de ces tueries qu'on observe depuis pratiquement dimanche dernier sur l'ensemble du territoire national camerounais. Maître Claude Assira, vous êtes assez averti, vous êtes assez pointueux dans ce que vous faites. Et la question que je m'en vais vous poser, je mesure sa délicatesse. À votre avis, Paul Biya a-t-il gagné cette élection sur le terrain, dans les cœurs du peuple? Vous avez raison de dire que c'est le Conseil constitutionnel qui a proclamé le candidat Paul Biya élu. Mais en même temps, dans votre question, vous devinez que si vous n'êtes pas dans les cercles particuliers de comptabilité des voix, il est difficile d'avoir une opinion tranchée. Donc permettez-moi de ne pas avoir une opinion tranchée. Je ne peux raisonner ici que par déduction. Et ma déduction se fonde sur le faisceau concordant d'indices et de présomptions qui ont découlé. Je vais laisser toute la période post-électorale à partir de l'élection. Moi, je pars de l'idée que le contexte dans lequel cette élection s'est présentée imposait aux acteurs sur le terrain, notamment à Elecam et aux autorités gouvernementales, de faire montre, plus qu'auparavant, de ce que cette élection était irréprochable et que le candidat qui en sortirait serait au-dessus de toute contestation. Je voudrais, nous avons là, quand je vous dis ça ainsi, ce n'est pas Claude Assira qui parle. Nous avons eu une chance formidable, c'est que presque concomitamment, nous avons eu un pays qui nous ressemble en beaucoup de choses, la Côte d'Ivoire, qui, elle aussi, a eu à avoir une élection présidentielle. Vous pouvez voir qu'on peut reprocher au président Ouattara de s'être représenté, d'avoir écrasé
ces adversaires dès le début, de les avoir éliminés, mais on peut difficilement remettre en cause l'élection parce qu'il y a eu tellement peu de temps entre la fin, la clôture des bureaux et le moment où on a commencé à livrer sur les chaînes, les tendances qui se dégageaient, qu'il y a très peu de personnes, même ses adversaires, ne peuvent pas lui reprocher. Je vous parle juste de l'instant point à partir du moment où il y a eu T0, le moment de l'élection. Je ne vous parle pas du reste. Je ne juge pas le caractère démocrate ou démocratique, je ne le permettrai pas. Mais c'est juste pour vous dire que le temps dans lequel on décide de mettre à la disposition du public, des électeurs, on les appelle dans notre jargon le peuple, le résultat de ce qu'ils ont décidé compte et doit parler à tout le monde en termes de sincérité. Maître, je ne remets pas en question vos compétences juridiques. C'est la loi qui autorise les 15 jours. Je n'ai pas fini. La loi n'impose pas 15 jours. La loi dit au plus tard dans un délai. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous dire au début que, vous savez, les Anglais savent très bien dire la chose. Justice is not only to be done, but must be seen to be done. Voilà. La personne à qui vous donnez une prescription qui sort d'un décret ou d'une loi, il va y adhérer plus facilement parce qu'il sait qu'il a participé, il a vu le processus se décliner sous ses yeux. Tel n'est pas le cas. Donc, il va toujours forcément se poser la question qui va avoir une réponse d'un hiatus entre ce qui est annoncé officiellement par le Conseil constitutionnel, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, dont je voudrais vous dire que l'impartialité et l'indépendance sont elles-mêmes souvent largement sujettes à caution, parce que le même Conseil constitutionnel n'a pas pris le temps, dans les décisions antérieures, de démontrer que les décisions qu'il prendrait sur un cas aussi particulier et qui concerne celui qui les a nommés pouvaient être des décisions respectables et dénuées de toute connotation partisane. Donc, par conséquent, le fait que le Conseil constitutionnel l'ait dit ne peut même pas être une garantie. On peut l'admettre comme étant une apparence de légalité, mais dans la réalité, même le Conseil constitutionnel lui-même peut être contesté dans sa légitimité à dire la légalité. Bien. Alors, pour ne je n'ai pas fini, si vous permettez. Justement, je vous avais décrit un faisceau concordant d'indices et de nous devons justement évoluer pour mieux vous comprendre. Je vous en prie. J'avais commencé par le fait que nous avions eu un délai extrêmement long, alors que nous savons aujourd'hui qu'il est possible de communiquer par le biais des moyens tout à fait spontanés. Vous avez une comptabilité. Je ne pense pas que les bureaux de vote aient, par bureau, eu des centaines de milliers de votants au même moment. Donc il était relativement facile, sur les centaines d'électeurs qu'on pouvait avoir pour les bureaux les plus importants, de faire une comptabilité. Et vous voulez dire que c'est à dessein que Elections Cameroun ne nous a pas spontanément donné Je pense que le temps, peu importe ce qui a été fait dans l'intervalle, quel était l'objectif de départ, mais à la fin, le temps qui a été pris n'a pas permis de réaliser que c'était fait pour une question de transparence. D'autant que dans le même temps, qu'on le veuille ou pas, et c'est ça le deuxième argument que je soulève, c'est que dans le même temps, des scènes évidentes, patentes, de tripatouillage des bulletins, qui étaient d'ailleurs souvent proclamés par les propres acteurs, et vous vous êtes rendu compte que ce jour-là, les électeurs voulaient tellement ce changement que vous avez assisté vous-même, j'en suis sûr, à un phénomène auquel on n'a jamais assisté au Cameroun, où les électeurs ont décidé de suivre les opérations de comptage des votes au sortir des bureaux de vote jusqu'à la fin. Et ont parfois, pour certains, poussé le zèle jusqu'à aller au-delà, c'est-à-dire au moment de la transmission au niveau communal. Au niveau communal. Bien. Et ont donc, dans ce parcours-là, dans ce parcours de vigilance, constaté un certain nombre de phénomènes qu'ils ont souvent filmés et envoyés. Monsieur Kamga, je sais ce que vous allez me dire, et que beaucoup de personnes, ils vont me dire, personne ne prévoit la juridiction qui doivent contrôler
Cela, il faut juste attendre le décompte final. Mais là, j'ai encore envie de vous dire, lorsque vous savez qu'une élection est contestée, elle est chahutée comme celle-là, si vous êtes un acteur, qu'est-ce qui vous interdit d'apporter la transparence? Est-ce qu'à ce moment-là, comment on l'apporte cette transparence? En responsabilité, il n'eût pas été alors nécessaire de faire venir les différents acteurs qui sont mis en cause pour que la confrontation des thèses puisse permettre d'avoir une réponse qui soit une réponse claire, définitive, actée au grand public et que cela se fasse au grand jour. Je vous signale en passant que ce qu'on a choisi de faire, c'était de renvoyer tout le monde au décompte final qui serait fait ici par la Commission nationale de recensement des votes. Or, tout le parcours auparavant est jonché de tellement d'obscurité que tout peut s'y être passé sans que le grand public ne puisse savoir quoi que ce soit. Le même public n'a jamais eu, bien que l'un des partis qui à cette époque-là concourait à l'élection ait sollicité la communication, la liste nationale sur l'ensemble du territoire, n'a jamais eu. Donc, vous voyez que l'ensemble de ces choses trappes, l'ensemble de ces zones d'obscurité, de ces zones d'ombre, qui ne dévoilent pas une intention vertueuse en vue de permettre à tout le monde de voir la réalité, la vérité de l'élection de M. Biya, vous laisse planer un doute sur la sincérité de ce qui a été proclamé par la suite. Et je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient vraiment ce doute-là. Et il y a à côté de ça un certain nombre d'autres anomalies, comme par exemple le fait que vous voyez les régions du nord ou du sud-ouest, qui sont des régions, on peut deviner encore, il y en a beaucoup, les 8 autres, où on peut contester, se demander, bon, mais ces 2 régions-là, on connaît parfaitement leur aversion au pouvoir politique actuel, ou même les fils de ces 2 régions qui ont pris langue avec le pouvoir ne sont pas autorisés à voter. Vous vous rappelez que le jour du scrutin, un député de l'Assemblée nationale, paix à son âme, je condamne, je profite l'occasion pour dire ma réprobation et ma vive condamnation de cet acte. Je ne le dis pas pour pouvoir, je ne rappelle pas ce fait, pour pouvoir le mettre à l'honneur au contraire, c'est abject. On ne peut pas régler des problèmes politiques de la sorte. Mais j'en profite quand même pour vous dire que il est au moins un des éléments révélateurs de la perception qu'on peut avoir du pouvoir dans ces régions. Est-ce que vous pensez vraiment que si le président de la République a envie de prouver, sans que cela ne puisse être contesté dans les esprits ou dans la réalité, qu'il a vraiment gagné dans ces régions-là, le mieux n'eût pas été que tout le parcours puisse être transparent, qu'on puisse voir qui a voté et qu'à la fin, comme l'a fait à un moment donné son adversaire principal Tiroma, qu'on puisse voir effectivement les bulletins sur lesquels les gens ont signé en ayant apposé leurs empreintes digitales avec le décompte qui sera transmis finalement au bureau communal puis au bureau départemental avant que cela n'atterrisse au bureau. Je rappelle qu'au niveau de la Commission nationale de recensement de vote, le président Essomba a été très clair, la commission n'est pas là pour confronter les procès-verbaux des différents représentants de partis politiques, ce qui a d'ailleurs fait sortir de la salle le représentant du FSNC Issa Chiroma Bakari. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement à ce niveau un problème juridique qui permette ou non à cette commission-là de confronter les procès-verbaux? Et vous l'évoquiez encore tout à l'heure, cette impossibilité de présenter justement devant le Conseil constitutionnel l'ensemble des éléments. Est-ce que l'article 133 alinéa 3 du Code électoral ne donne pas raison au Conseil constitutionnel qui n'a pas du tout voulu écouter dans le fond la problématique soulevée par le candidat Thomaïnon Dam-Dioya qui relevait donc ces irrégularités? C'est du ponce-pilatisme tout simplement. La Commission nationale déjà, au début, parce que je pense que, encore une fois, lorsque vous avez envie, justice is not only to be done, but not be seen to be done. Vous ne pouvez pas juste dire abrupt aux gens, moi je n'ai pas envie, même si la loi ne vous l'impose pas, dans le contexte particulier de cette élection, et puis surtout aussi les conséquences qui étaient prévisibles de tout le monde, l'engouement que les uns et les autres ont mis dans cette élection. Je pense qu'on devait aller
vers un dépassement de la fonction, qui évidemment n'est pas interdit par la loi. La loi n'a jamais, tout à l'heure vous-même, lorsque vous me relancez sur ma réponse, vous me dites que la loi a dit 15 jours. La loi n'a jamais dit 15 jours et pas avant. La loi dit dans un délai maximum de 15 jours. Ce qui veut dire que si vous le faites le jour même, ce qui est possible, et je crois qu'on doit être l'un des rares pays encore dans le monde, sur la planète, à avoir besoin de 15 jours pour qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir des tendances. Bien. Donc là, la Commission nationale, de mon point de vue, pêche non seulement en n'accomplissant pas une mission qui est la sienne, parce que si elle ne le fait pas, personne d'autre ne peut le faire, mais en plus de cela, elle se trompe, me semble-t-il, pour l'histoire et pour le témoignage. Parce que là, en l'occurrence, elle se satisfait de peu, on se demande pourquoi. Il n'y a que celui qui a peur de la vérité qui refuse d'aller vers la vérité. Bien. Un ministre français disait que quand c'est flou, c'est qu'il y a loup. Donc on peut penser que le flou a été délibérément entretenu parce qu'on savait qu'il y avait un loup quelque part. Et mieux encore, M. Kamga, lorsque le Conseil constitutionnel, qui est dans la juridiction suprême, dont soit dit en passant, la décision n'est soumise à aucun recours. Petite parenthèse, on a eu l'occasion de nous le rappeler à plusieurs reprises, non seulement en 2018, lorsque nous avons fait la défense du MRC, puisqu'à l'époque c'est le candidat du MRC qui arrivait en deuxième, en disant, vous vous rappelez que vous-même, quand vous étiez ministre, vous aviez indiqué, on l'a rappelé également ici à l'actuel challenger, Issa Kirema, qui lui aussi, critiquant M. Kamto, avait employé à peu près les mêmes arguments. Donc, ils savent très bien que la décision qui va être prise risque d'être une décision lourde de conséquences. Parce que rien n'interdit au Conseil constitutionnel de se donner simplement les moyens, comme disait un candidat de foi, il a la compétence de sa compétence. Mieux encore, la loi dit, le Conseil constitutionnel arrête. Bien. Moi, j'entends par arrêter que, si vous voulez arrêter, ce n'est pas, vous prenez votre calculatrice, comme vous avez 53 ou 54 départements, vous faites la comptabilité tout simplement. Ça veut dire que vous donnez la peine, quand vous faites un arrêté des comptes, pour ceux qui ont un comptable, il prend des documents. Un arrêté comptable se fait toujours sur la base des éléments, avec des éléments de traçabilité, qui permettent de savoir, depuis le 1er janvier d'une année jusqu'au 31 décembre, quel est l'ensemble des actes, des opérations qui ont pu être réalisées au début au crédit. Qu'est-ce qui interdisait le Conseil constitutionnel, dans cette mission qui est une mission constitutionnelle et une mission légale, d'entreprendre une opération de vérification, même si elle ne devait porter que sur un échantillon représentatif, pour lui permettre à lui-même, Conseil constitutionnel, organe juridictionnel, de prendre une décision qui correspond quand même à celle qu'on peut attendre d'une juridiction qui n'est pas simplement un organe de comptabilité, de comptabilisation, ou un organe d'enregistrement de décisions qui ont été prises auparavant. Alors, votre collègue Maître Timban a pris justement l'initiative de saisir le Conseil constitutionnel à l'effet de procéder à cette vérification, mais il a eu une fin de non-recevoir, irrécevabilité pour défaut de qualité. En ce moment, vous dites quoi? Le Conseil constitutionnel aurait dû s'auto-saisir de cette affaire pour le bien-être, pour le bien du peuple camerounais? Vous m'avez posé la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'on a la compétence de sa compétence. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel, quand vous intervenez devant une juridiction, et le Conseil constitutionnel en est une, vous avez toujours deux façons de voir un problème abordé. Vous avez le problème qui est apporté par les parties, l'une ou l'autre des parties. Évidemment, pour permettre au Conseil de l'examiner et lui permettre d'aller dans le sens que souhaite celui qui soulève la question. Et puis vous avez les questions qui sont soulevées d'office par la juridiction. Il me semble qu'encore une fois, dans l'exercice du pouvoir souverain, dans l'exercice du pouvoir unique que personne d'autre n'a, le Conseil constitutionnel avait les moyens. Mais si tant il est qu'il avait à hésiter sur sa compétence, la loi lui dit que c'est lui qui doit arrêter les comptes, pardonnez-moi,
les résultats. Les résultats. Bien. Donc ça suppose, pour moi, dans arrêter, pas simplement se contenter de faire une addition arithmétique qui est à la portée de tout le monde. Ça suppose, ça intègre dans arrêter, il faut voir non seulement le texte, mais il faut également voir le contexte. Et le contexte voulait dire que, en fait, en réalité, vous devez, après vérification, vous donner la peine, lorsque vous avez comparé et fait l'ensemble des éléments qui vous permettent d'arriver à tel ou tel résultat, d'arrêter les comptes et de décider que c'est ainsi, effectivement, que les choses vont se faire.